L'erreur que font 90% des couples immigrants africains et des parents africains vivant en Europe en matière de relations et d'éducation. Un parent africain vivant en Occident me disait récemment, mon enfant, lorsqu'il avait 8 ans, il m'obéissait. Maintenant, il a 16 ans. Et plus j'essaie de le contrôler, plus il s'éloigne de moi. Et ce père pensait qu'il avait un problème d'autorité. Mais en réalité, le problème est ailleurs. Beaucoup de couples immigrants africains ou de parents africains vivant en Occident, aux États-Unis ou au Canada, ils pensent que les méthodes qui fonctionnaient plus en Afrique, au quartier, au village, que ces méthodes vont encore fonctionner en Occident ou simplement dans les temps modernes. Mais cela ne se passe pas de cette manière-là. Bienvenue à Efata, l'école des familles et de la réussite en diaspora. De quoi s'agit-il exactement? Si tu n'es pas abonné, s'il te plaît, car ici, nous parlons des réalités cachées des familles africaines vivant en Occident, aux États-Unis, au Canada et des couples immigrants africains. Beaucoup de parents. Je parle des parents parce que demain 1er juin, c'est la journée mondiale des parents. Une journée mondiale décrétée par l'ONU depuis 2012. Et chaque année, les nations, les communautés, les familles célèbrent les parents. Ce qui est différent de Parents' Day qui est vécu aussi aux États-Unis au mois de juillet et de la fête des mères, de la fête des pères, etc. Ici, c'est la journée mondiale des parents demain et le 1er juin. Et ce que j'observe dans l'histoire de ce père africain, quand il me parle de son enfant, qui s'éloigne de plus en plus de lui, je trouve que cela est très dommage. Et beaucoup de parents africains vivent la même réalité, surtout ceux qui vivent dans les sociétés modernes, et ça peut être même en Afrique, les sociétés modernes, ou dans les grandes villes, ou ceux qui vivent en Occident, aux États-Unis comme au Canada. Ça devient beaucoup plus difficile et plus inquiétant lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants. Alors, je dis ceci, les méthodes qui fonctionnaient dans nos villages et dans nos quartiers ne fonctionnent plus. De quelle méthode s'agit-il lorsque je parle ainsi? Nous avons tous appris, nous avons grandi dans des familles africaines où il est question pour l'éducation des parents, ou même en matière de relations entre conjoints et conjointes, donc époux, épouse, on utilise la peur, la punition, le châtiment de tout genre, corporel, physique et spirituel, et je ne sais, les privations. C'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire peur, pour faire fléchir l'enfant, ou même par pour faire fléchir son conjoint ou sa conjointe, pour qu'il marche, pour qu'il obéisse. On a tous grandi dans cela. On crée ce climat-là de fatalité. Et l'autre, le partenaire ou la partenaire ou l'enfant n'a plus le choix que d'obéir ou de faire ce que moi je veux. C'est ce que j'ai constaté. Et nos parents ont beaucoup fonctionné de cette manière-là. Mais retenez ceci, on ne transforme pas les êtres humains par la peur, le contrôle ou la pression. Dans mes études et dans mes recherches, j'ai compris qu'il faut les aider à changer par eux-mêmes en créant un bon climat de confiance, de respect, de sécurité et de responsabilité. Donc, la première approche qui consiste à faire peur, à punir, à insécuriser l'autre, cette approche-là, et j'ai constaté que cette approche est beaucoup plus basée sur le parent ou sur le conjoint qui adopte cette approche-là. Parce que je veux que l'autre fasse ce que moi je veux. Que l'autre fasse ce qui me plaît.
Alors, j'ai constaté que il faut contrebalancer, il faut shifter, passer de cette approche traditionnelle-là à une nouvelle approche qui s'adapte mieux aux conditions modernes et à l'Occident, aux États-Unis, au Canada. D'ailleurs, vous savez que, et ça c'est juste un rappel, on dit le châtiment physique, corporel, de tout genre est puni par la loi. Alors, qu'est-ce que les parents peuvent faire maintenant? Beaucoup de parents sont perdus. Ils ont perdu leur repère, puisqu'ils avaient tout basé sur le contrôle, sur la peur, sur le châtiment. Donc, ils n'ont plus d'armes. Alors, c'est pourquoi ici, et je vous propose une nouvelle approche, beaucoup plus cohérente, beaucoup plus apaisée, qui crée un climat de paix et pour le parent, et pour le conjoint, et pour l'enfant en général. Quelle est cette approche nouvelle? Cette approche est simple. Il s'agit de créer une atmosphère de confiance, une atmosphère de respect, de sécurité, où l'autre se sent plus à l'aise de s'exprimer et de prendre les décisions qui viennent de son propre cœur, de son propre esprit, de son propre âme. Il s'agit de créer un environnement où la peur est réduite, où la pression, le jugement sont absentes, mais plutôt on offre beaucoup plus des options à l'enfant ou au conjoint. Pas seulement dire, si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu ne fais pas ceci, c'est que tu es mauvais, tu es mauvaise. Non, offrir beaucoup plus d'options. Alors, il y a ci, il y a ça. À toi de choisir. Et là, vous êtes en train de permettre à l'autre d'exercer son génie créateur, d'exercer son propre jugement, d'exercer sa capacité à discerner et à prendre des décisions par lui-même. Et cette deuxième approche-là permet à l'autre de recevoir de moi tout le soutien dont il a besoin, tout l'encouragement dont il a besoin. Vous savez, et je ne parle pas de la motivation ici, parce que la motivation est éphémère. Je ne peux pas motiver l'autre. L'autre doit se motiver par lui-même. Mon conjoint doit se motiver par lui-même. Ma conjointe doit se motiver par elle-même. Mon enfant doit se motiver par lui-même. Mais je parle beaucoup plus ici d'établir un climat de discipline. La discipline, elle est linéaire. Lorsque je l'ai adoptée, je l'adopte pour de bon. La motivation peut être haute, le niveau de motivation peut être élevé aujourd'hui et demain, elle est très basse. Alors, qu'allez-vous faire? Alors, cette nouvelle approche-là est basée beaucoup plus sur les besoins de celui qui est en face de moi. Oui, pas mes propres besoins à moi. Je prends l'exemple de ce père de famille qui vit aux États-Unis et qui a des problèmes sérieux avec sa fille de 17 ans, donc presque majeure maintenant. Et il ne fait que gronder, que menacer sa fille à la maison, parce que sa fille a commencé à copier les petites filles américaines dans leur accoutrement, dans leur vêtements, plutôt, et à porter les petites jupes là qui ne dépassent même pas le dos comme ça. Et le père, qui est un musulman fiefé, et il en est dépassé. Alors, quelle est sa méthode à lui? C'est la méthode traditionnelle. Menacer, gronder et priver l'enfant de son téléphone, de sa connexion Wi-Fi et de ses jouets, de tout ce qui peut aider l'enfant. Et qu'est-ce que la fille fait? À la maison, la fille porte bien une bonne robe ou bien un bon pantalon, mais en dessous, elle a porté sa toute mini-jupe. Et lorsqu'elle sort, comme elle doit prendre le bus scolaire pour aller à l'école, dès qu'elle sort dans le coin, non loin même de la maison, elle enlève son pantalon, elle maintient maintenant sa petite robe. Elle s'en va à l'école. Et arrivée à l'école encore, elle va dans les toilettes et elle porte son pantalon, elle va en classe. Vous voyez comment
Et la peur, la violence, ça peut donner l'impression que l'on change l'autre, mais cela de façon temporaire. Mais en réalité, l'autre n'a pas changé du fond de son être, du fond de son cœur. Et ce monsieur est toujours outré parce qu'il se dit que mais moi, je suis un musulman bien pratiquant, je voudrais inculquer la religion et les valeurs de l'islam à ma fille aussi. Ce qui est normal, c'est ce que tout parent, tout père de famille, toute mère de famille aurait aimé faire. Mais on s'y prend de la mauvaise manière. En tout cas, ce père a échoué et l'enfant lui tient tête. Lorsqu'il crie, la fille aussi crie. Parce que nous sommes aux États-Unis et c'est la loi qui parle. Et le père, à un certain moment, est obligé de baisser la voix et de laisser faire. Vous voyez ce que ça fait. Alors, la deuxième approche, la nouvelle que je présente ici, lorsque vous avez à traiter avec un conjoint ou une conjointe ou un enfant, il s'agit de se demander, il ne s'agit pas de se demander qu'est-ce que moi, de quoi est-ce que moi j'ai besoin ou qu'est-ce que l'autre doit faire pour me satisfaire, mais plutôt qu'est-ce que moi je dois faire pour satisfaire à l'autre et pour aider l'autre à prendre les décisions les meilleures. Vous voyez, il y a une grande nuance ici. Et qu'est-ce que moi je peux faire pour soutenir les ambitions ou comprendre même le monde de l'autre? Ce père de famille dont je parlais tantôt aurait pu chercher à comprendre le monde de cette jeune fille-là, de 17 ans, aux États-Unis. Oui, elle vit dans un monde où l'apparence et ce genre d'apparence vestimentaire importe beaucoup. Et quand tu portes ce genre d'habits, ben, tu as la page. Ben, mais est-ce qu'elle comprend à quoi elle s'expose? Certainement pas. Mais c'est au père de comprendre son monde, de comprendre le mindset de cette nouvelle société et de se dire, mais voilà comment moi je vais m'asseoir maintenant et de lui faire confiance et de l'écouter davantage. Tant qu'il n'y a pas l'écoute, tant qu'il n'y a pas l'empathie, cela ne marchera pas. Il y a un certain nombre de qualités que je voudrais présenter. Parce que lorsque vous voulez réellement adopter cette nouvelle approche-là, pour éviter les colères, pour éviter les tensions dans les relations conjugales et dans les relations parentales, parents-enfants, il y a quand même une dizaine de compétences que moi, parent, que moi, conjoint ou conjointe, je dois adopter. Et si je n'ai pas cultivé ces compétences ou ces qualités-là, cela ne marchera pas, je passerai à côté de la plaque. La première compétence, je vais les citer simplement parce que dans une autre vidéo, je reviendrai là-dessus pour détailler ces 10 compétences-là. La première compétence, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Vous savez, j'ai toujours dit, la première personne à éduquer, ce n'est pas mon conjoint, ce n'est pas mon enfant. La première personne à éduquer, c'est moi-même. C'est moi qui dois apprendre à gérer mes colères, qui dois apprendre à gérer mes émotions. C'est moi qui dois apprendre à gérer mes peurs, à gérer mes inquiétudes, mes questionnements avant d'aller avec l'autre. La maîtrise de soi. La deuxième compétence, l'empathie, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans le monde intérieur de l'autre. Troisième compétence, l'écoute profonde. Pas ce que moi je veux dire, que je vais inculquer, mais écouter l'autre, que l'autre s'exprime aussi. Quatrième compétence, la patience. Cinquième compétence, la confiance dans le potentiel de l'autre, que l'autre a les capacités de changer et de prendre les décisions qu'il faut, les décisions adéquates. Sixième compétence, l'humilité. Il faut être humble. Septième compétence, le courage. Huitième compétence, la cohérence. Les enfants et les conjoints observent davantage nos comportements plutôt que nos discours. Comment nous-mêmes on se comporte. La cohérence. Et neuvième compétence, la capacité à créer la sécurité émotionnelle. Et enfin, dixième compétence, l'amour mature. Vous savez, l'amour immature va dire ceci, change pour que moi je sois heureux. Ça, c'est l'amour immature qui dit cela. Le monsieur va dire à son conjoint, change
pour me satisfaire, ou dire à son enfant, change pour me satisfaire, pour que moi je sois à l'aise, pour développer mon bien-être. L'amour mature va dire, je vais t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Deviens qui tu es. Donc, dans ton développement personnel, devenir la personne extraordinaire, et je suis là pour t'aider. Voici cette nouvelle approche qui n'est pas facile. Alors, chers parents vivant en Occident, aux États-Unis, au Canada, ou bien les couples immigrants africains, si vous voulez vraiment entretenir des relations efficaces et épanouissantes avec vos partenaires ou avec vos enfants, voici l'expérience que j'ai découverte. Et c'est ce qui m'a aidé. C'est mon expérience que j'ai vécue, c'est l'expérience que j'ai partagée et j'ai observé la même chose autour de moi auprès des parents et des conjoints qui veulent vraiment des relations apaisées et des relations constructives. Pas de relations où on s'échauffe tous les matins et midi et soir. Non, on a toujours déjà des défis majeurs en immigration dans la diaspora. Donc, il ne faut pas que nos relations en ajoutent encore. Êtes-vous d'avis avec moi? Alors, dites-moi en commentaire. Et comment est-ce que vous voyez la première approche qui est dite traditionnelle et la deuxième approche que je présente qui s'adapte mieux au contexte moderne et comment on appelle ça, au contexte de l'immigration, l'Europe, les États-Unis, le Canada? Pas que nous laissons tomber les valeurs, mais c'est une nouvelle méthode qui permet d'inculquer les mêmes valeurs que nous poursuivions. Parce qu'il s'agit de faire un enfant, d'éduquer un enfant pour qu'il soit capable de prendre les décisions lui-même. Pas que moi je sois là tout le temps à prendre les décisions pour lui ou pour elle. Vous voyez? Alors dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez? Ou comment est-ce que vous voyez les deux approches-là? Et les 10 compétences que j'ai présentées qui peuvent aider à réaliser, à vivre ou à implémenter la seconde approche nouvelle, comment est-ce que vous voyez cela? Et quelle est la compétence dont vous avez besoin de cultiver ou d'asseoir en ce moment? J'attends vos commentaires car je prends le temps de vous lire. Nous sommes à EFATA, l'école des couples, des familles et de la réussite en diaspora.